Pour aller plus loin, découvrez la formation en ligne Faux Départ, se réapproprier la naissance. Césarienne, position sur le dos, col qui ne se dilate pas, peur, panique, souffrance. Et si finalement on était tous programmés, avec nos fausses croyances, qui nous rendent dépendantes et les hommes impuissants? Retrouvez cette formation, très facile d'accès. Vous pourrez avoir accès au contenu de façon illimitée. Les vidéos, les podcasts, entre nous. Vous allez vous déprogrammer et sortir de vos peurs, parce que vous allez comprendre que vous êtes capable. Cette leçon en vidéo et 13 en podcast. Tous les sujets concernant l'accouchement et toutes mes recherches, disponibles sur mon site emmacruzy.com et dans la barre d'infos de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes capable. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Faux Départ. Je suis excitée comme une puce depuis que je sais que Jacqueline Lavidonnière nous rejoint dans cet épisode. Bienvenue Jacqueline. Merci de m'avoir invitée. Oui, c'était en fait un des premiers noms que j'avais noté dans la liste des invités de Faux Départ en 2021. J'étais encore enceinte jusqu'aux dents. Et Jacqueline, on se connaissait pas à ce moment-là, mais je t'ai vue dans beaucoup de conférences puisque je me suis énormément documentée sur toute cette famille des sages-femmes libérales, notamment en France, même si je suis en Suisse. J'ai découvert ton combat. Tu nous en parleras là maintenant aussi. Je t'ai vue dans des débats télévisés sur l'accouchement à la maison ou pas. On a vu évidemment aussi ton passage dans ce documentaire magnifique et si touchant Entre leurs mains. Et tu es une figure incontournable des sages-femmes libérales en France. Tu es formatrice, tu fais tellement de choses. En fait, j'arrive pas à tout résumer, mais en gros, tu es la personne qu'il faut avoir dans Faux Départ, en fait, parce que tu as une expérience extraordinaire. Juste en quelques mots, ça fait combien d'années, de décennies, que tu es dans cet univers de la physiologie de la naissance? Écoute, j'ai quitté l'hôpital dans la région, enfin à Paris, quoi, en 72. Et j'avais absolument pas prévu d'accompagner des naissances à domicile, sauf que la toute première vie de nouveau-né qui m'est tombée dans les mains, c'est en 72. Alors, j'ai mis quelques années avant de vraiment m'installer. J'ai dû m'installer en 80, je crois. Oui, c'est ça, en 80, en tant que sage-femme libérale. Et à partir de là, j'ai été assaillie véritablement d'une demande que je n'imaginais pas aussi importante, une cinquantaine d'accouchements par an, en moyenne. Alors, on peut lire énormément de choses dans des articles dans lesquels tu es citée, aussi dans des bouquins. Et puis, je suis tombée sur une phrase que tu as dite par rapport à tes études de sage-femme où on t'a appris l'accouchement dirigé. Et justement, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie qu'on échange dans cette première capsule ensemble, sur ta vision, parce qu'en fait, tu représentes toute cette expérience du terrain, mais aussi une réalité que les sages-femmes vivent encore maintenant dans leurs études. Ah oui, complètement. C'est ça, c'est qu'on leur apprend à gérer les problèmes et aussi du coup à diriger cet acte naturel. Toi, est-ce que tu as eu justement cette sensation en sortant de tes études que finalement accoucher à la maison, c'est un acte probablement qui rétrograde, enfin que finalement ça n'avait aucun sens d'accoucher à la maison vu qu'il y avait ce progrès médical et qu'il fallait diriger les accouchements pour que ça se passe bien? Évidemment, moi j'ai été élevée dans cette dynamique, c'est-à-dire que nous avions tout à coup découvert la sécurité qu'offrait l'hôpital donc il était indécent d'imaginer de faire ce retour en arrière qui était considéré véritablement comme
un vrai retour en arrière. Donc ça m'a valu de m'interroger quand même beaucoup. D'abord, qui étaient ces personnes qui voulaient accoucher à la maison? Et je me suis aperçue rapidement que c'était pas du tout justement des personnes ignorantes, on va dire, mais plutôt des femmes intellectuellement enfin très informées, qui s'étaient beaucoup renseignées autour de cette possibilité-là. Donc, je découvrais finalement qu'il y avait une remise en question par une catégorie sociale de la population, une remise en question de cette hyper technicisation de l'accouchement. Voilà. Moi, je ne l'avais appris que comme ça, à vrai dire, hein. Les quelques rares femmes que je voyais accoucher sans la prise en charge technique de l'hôpital, c'était celle qui arrivait à dilatation complète, qui était la plupart du temps une femme immigrée, Mmh. et puis qui accouchait finalement sous mon regard, souvent une grande multipare. Enfin bref, voilà. Mais toute la toute l'évolution, je dirais, de la médecine et de l'obstétrique en particulier, dès les années 70, ça avait commencé avant, était basée sur la prise en charge. Voilà, la prise en charge qui ne laissait pas de place finalement à les, à la, oui, au déroulement spontané d'une naissance avec les seules ressources d'une femme. Voilà. Parce que quand tu as fait tes études, c'était donc en France dans les années, 70, C'était à c'est ça? Paris. À Oui, c'est Paris? ça. C'était combien d'années? C'était déjà 5 3 ans. ans? 3 Non, ans? 3 ans. 3 ans. C'était 3 ans, oui, tout à fait. C'était vraiment ridiculement peu. Et donc là, à ce moment-là, on est-ce que le mot physiologie de la naissance, c'était quelque chose qu'on entendait dans les études? Comment on abordait ce moment de la vie? Je vais pas pouvoir être suffisamment précise pour me souvenir exactement de ça, mais moi, j'ai le souvenir surtout qu'on a appris comment prendre en charge des pathologies. Oui, c'est ça. Et puis que même s'il y avait pas de pathologie, c'était une manière, de permettre aux accouchements de se dérouler, sans grande surprise, que de les diriger justement. On avait enfin découvert qu'on pouvait utiliser l'ocytocine en perfusion, donc en la maîtrisant davantage, parce que avant cette utilisation en perfusion de l'ocytocine, les anciennes sages-femmes ou médecins utilisaient l'ocytocine, mais en intramusculaire, ce qui avait effectivement des effets parfois désastreux, alors que l'utilisation en perfusion le rendait extrêmement euh, modulable en termes de réponse que ça pouvait donner. On pouvait l'arrêter, l'augmenter, enfin bref. Et du coup, on a basculé dans cette période, sans doute avant même que je commence mes études de sage-femme, on avait déjà basculé dans ce qu'on a appelé l'accouchement dirigé. Voilà. Il n'y avait Mmh. pas d'autre alternative, c'est tout, quoi. Parce que maintenant, la semaine passée, je t'avais proposé qu'on enregistre et tu m'as dit: «Je peux pas, je suis en formation». Hum, Effectivement, tu donnes beaucoup de formations, tu formes hum. des sages-femmes, donc qui sortent d'études, qui ont déjà, toute la partie théorique. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à leur niveau de connaissance par rapport à la physiologie? Nous, on parle d'un faux départ de 2 choses par rapport à ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui continuent de se former. Souvent, les gens pensent qu'une fois qu'on est sage-femme, on est sage-femme et c'est bon. Après, il y a toute la partie de l'expérience qui est nécessaire, sur le terrain. Toi, qu'est-ce que tu pourrais, expliquer aux femmes qui nous découvrent? Parce qu'il y a aussi des sages-femmes qui nous regardent, mais autant des futures mamans, par rapport à l'état des lieux maintenant. Est-ce que tu sens une demande plus forte pour la physiologie, pour accoucher, pourquoi pas en dehors des structures hospitalières? Alors, sans parler de l'accouchement hors des structures hospitalières, la semaine dernière, donc j'étais, attends, je sais plus quel jour on est, enfin bref, je viens de finir une formation dans une maternité. J'avais là pendant 2 jours des sages-femmes, une gynéco et quelques auxiliaires de puériculture. Mon propos, c'est à partir de leurs habitudes et leurs protocoles, c'est de regarder d'un peu plus près ce qui, sur le plan hormonal, enfin ce qui est connu depuis de nombreuses années maintenant, ce qui se passe dans le corps d'une femme au moment de l'accouchement. Quelles sont les interactions entre son utérus et son cerveau, j'ai envie de dire, ou tout au moins ces productions hormonales qui partent quand même de l'hypophyse. Donc, je fais un rappel
de ce qui est décrit dans les littératures depuis de nombreuses années sur comment ça se passe spontanément quand effectivement nous n'intervenons pas. Et du coup, je reviens à partir de la révision, j'ai envie de dire, de ce qui est connu de la manière dont se déroule un accouchement sur lequel nous n'intervenons pas, je viens remettre effectivement ça en face et en lien avec les protocoles tels qu'ils sont produits à l'hôpital. Le tout premier auquel tout à coup je m'attaque, c'est celui de la temporalité d'un accouchement. On a appris avec justement l'utilisation de ces ocytocines que nous pouvions effectivement agir sur le temps de durée d'un accouchement, au point qu'on ne sait plus que, par exemple, pendant un accouchement totalement physiologique, il puisse y avoir des phases de latence qui ne sont pas inquiétantes, pas préjudiciables à la sécurité, par exemple. Mais c'est vrai que tout à coup, et là je vais le traduire en termes plus médicaux, mais si effectivement, au cours d'un travail spontané, et je parlerai essentiellement d'une primipare, mais ça pourrait être la même chose avec un accouchement d'un énième enfant, on peut parfois avoir des pauses qui sont exclusivement liées au fait que le cerveau de la dame ou sa post-hypophyse n'a pas largué un bolus d'ocytocine. D'accord? S'il n'y a pas eu de largage de bolus d'ocytocine, c'est pas étonnant qu'il y ait plus de contraction, sauf que à l'hôpital aujourd'hui, ces pauses qui pourraient, par exemple, durer plusieurs heures, on ne les accepte pas parce qu'il faut faire tourner de manière plus rapide l'utilisation des lits, je suppose, mais qu'on a fini par penser qu'une pause en cours d'accouchement, par exemple, si la dame était arrivée à 5 ou 6 centimètres, on ne lui autorise plus de s'arrêter de bosser pendant 2 ou 3 heures. Mmh. Est-ce Bon, que ça reste quand même, tu notes ça? Parce que toi, quand même, qui fais des allers-retours et qui est tout le temps sur le terrain, j'ai envie de dire, par rapport à la réalité des coulisses qu'on ne voit pas, hein, sauf au moment où on va accoucher. Est-ce qu'il y a toujours cette prémisse que plus, on maîtrise le temps et plus c'est sécure? oui, je pense que c'est un peu inscrit dans la tête de tout le monde, sauf que pour moi, et je le redis haut et clair de manière simplissime, ce temps qui durerait trop longtemps avec une très bonne dynamique utérine doit être pris en considération parce que là, nous ne sommes pas dans quelque chose qui est physiologique. Mais une dame qui fait une pause, qui n'a plus de contraction, même si cette pause se déroule à un stade a priori très avancé de l'ouverture de son col, je ne vois pas pourquoi on ne lui laisserait pas ce temps dès lors qu'il n'y a pas, si vous voulez, de contraction qui laisserait soupçonner que là, il y a un obstacle infranchissable. On Mais parle on a souvent de tellement organisé qu'il faudrait que tout le monde accouche dans le même temps, quoi. alors c'est ça finalement, parce qu'on parle souvent des risques, évidemment, hein. Mmh, On je parle n'explique pas surtout. on n'explique pas forcément aux femmes enceintes cette notion de bas risque et de haut risque. Est-ce que tu pourrais peut-être juste aider les personnes qui connaissent pas cette importance de définition au départ? Bah, si tu veux, a priori, moi, sage-femme, je ne suis censée ne m'occuper de manière totalement indépendante, hein, que des femmes dites à bas risque. Le bas risque, ça veut dire que pendant petit 1, la dame n'a pas d'antécédent particulier pathologique, du style une maladie comme le diabète, par exemple. Même si c'était un diabète gestationnel, elle bascule dans quelque chose qui n'est plus, enfin, un niveau de soins qui n'est plus celui du bas risque, d'accord? Si elle fait de l'hypertension, etc. Donc, du vrai bas risque, toute la grossesse s'est déroulée sans problème pathologique particulier qui a nécessité un traitement, sauf éventuellement, je dirais, une infection urinaire qui aurait pu se traiter sous antibiotiques et qui ne laisse aucune trace, si tu veux. Ensuite, donc la dame n'a pas d'antécédents médicaux ni chirurgicaux importants, du style d'une chirurgie sur l'utérus fait qu'elle n'est plus à bas risque. Voilà. Donc, pour moi, toutes les femmes que j'accepte pour un accouchement à domicile, parce que c'est de fait là que je travaille le plus, mais sur un plateau technique, ça devrait être la même chose. La sage-femme devrait ne s'occuper que de ces femmes dites donc à bas risque. Et la grande confusion, c'est qu'à l'hôpital, les sages-femmes s'occupent de tout le monde.
puisqu'il y a le gynéco à proximité. Donc, on finit par ne plus très bien savoir qui fait quoi. Voilà. Mais donc, le bas risque, je le répète, pas d'antécédents particuliers, ni médicaux, ni chirurgicaux généraux, ni obstétricaux ou gynécologiques. Au moment de l'accouchement, elle est donc une femme en bonne santé qui a une grossesse qui s'est bien déroulée sans pathologie particulière. Et tout au long de cet accouchement, ne survient aucun élément péjoratif ou agressif ou un peu différent qui la ferait basculer effectivement dans la grossesse, enfin dans l'accouchement à risque. Dès qu'elle est sous perfusion d'ocytocine et sous péridurale, on n'est plus dans la physio et là, tout peut arriver, je veux dire. Oui, alors justement, nous, on parle souvent de cet effet toboggan, on le nomme comme ça ici. Je sais que tu parles aussi d'effet iatrogène, de l'hypermédicalisation hein, des naissances. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas tant qu'on n'y a pas été confronté en tant que maman, on va dire, ou que famille. Évidemment, c'est quelque chose qui est délicat à évoquer. Hein. Je sais qu'il y a eu beaucoup de ramdam là-dedans. J'aimerais juste qu'on parle de cette réalité maintenant parce que nous, on reçoit beaucoup de demandes de femmes qui nous disent « Je trouve pas de sage-femme pour accompagner mon souhait d'accoucher à la maison. Je suis à bas risque, donc tous les feux sont au vert. Et c'est terrible pour trouver quelqu'un qui nous accompagne dans l'accouchement à domicile. » Effectivement, j'ai l'impression aussi un manque d'informations pour les familles sur la réalité que vivent les sages-femmes. Est-ce qu'on peut en toucher quelques mots? Parce que toi, tu as quand même porté tous les combats sur, j'ai l'impression, toutes les voies légales par rapport à cette problématique d'assurance nécessaire. Comment ça fonctionne pour une sage-femme libérale aujourd'hui qui souhaite accompagner des familles dans un accouchement à domicile? Qu'est-ce qu'elle doit remplir comme critères? Moi, je dirais que les premiers critères qu'elle doit remplir, c'est d'avoir elle-même une vision extrêmement claire de la physiologie de la parturition et qu'elle doit donc être formée et avoir voilà une connaissance assez précise effectivement de cela. Ensuite, eh bien, elle peut s'installer, personne ne lui interdit. Le problème, c'est que légalement, nous devrions être assurés et qu'elle ne trouvera pas d'assurance parce qu'elles sont beaucoup trop chères. Les dernières compagnies d'assurance que j'ai pu contacter nous ont proposé des tarifs à 22 000 €, donc c'est même pas la peine. Par année? Donc, par année, bien Par sûr. sage-femme? Oui, Juste que les oui. gens comprennent bien Mmh. le Par année, montant, par c'est sage-femme. Mmh. quasiment le salaire, enfin, pour pas dire une immense partie du salaire. Oui, alors du côté des, comment dirais-je, des assureurs, disons que leurs arguments sont tout à fait recevables. Ils savent, par exemple, qu'ils doivent constituer une provision suffisamment importante pour le cas où il y aurait un problème grave et que le problème le plus grave qui puisse arriver au regard de l'assureur, c'est qu'un accouchement entraîne des séquelles neurologiques définitives à un nouveau-né, ce qui veut dire que l'assurance devra le prendre en charge en termes d'indemnité par rapport à cet accident, je dirais, pendant toute sa vie. Et un enfant abîmé, si vous voulez, je les ai déjà entendus dire que pour eux, celui qui coûtait le moins cher, c'est celui qui était mort. Alors que s'il est handicapé à vie, ça va. Donc, ils provisionnent pour pouvoir assumer effectivement, et ils espèrent bien qu'il n'y en aura pas trop d'ailleurs, parce que sinon même s'il y en avait beaucoup, ce montant ne permettrait pas une provision suffisante pour accompagner tout au long de sa vie un handicapé. Mais ils sont dans cette dynamique-là, donc elle est recevable si vous voulez sauf leur vision du monde. Ceci dit, et à l'inverse, ce que l'hôpital paye comme assurance est aussi extrêmement élevé, mais le retentissement sur les professionnels n'est pas le même du tout, quoi. Mmh. Donc en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est impayable pour la plupart des sages-femmes. En Est-ce qu'au libéral, niveau oui. oui, c'est ça. Est-ce que maintenant
la voie juridique, on considère qu'elle est terminée puisque j'ai l'impression que tu as été essayé tous les voies de droit. Ouais. Donc, ok, on est dans une. Non, parce que j'avais vraiment envie avec toi d'évoquer ce sujet-là parce que pour moi, tu es la porte-parole de cette cause. On t'a vu te battre. J'imagine le nombre d'heures et d'énergie que tu as aussi pris à bras le Précieux. corps pendant des années. On sait que c'est très long ces procédures parce qu'il y a vraiment. Moi, j'ai relevé un chiffre, alors je ne sais pas, peut-être tu les as maintenant. C'est un chiffre qui date de 2008. Alors évidemment, c'est hyper ancien. À Paris, il y avait une demande d'accouchement à domicile, une famille qui pouvait avoir une sage-femme pour un accouchement à domicile pour 10 demandes. Ouais. Donc, je ne sais pas maintenant si c'est toujours ces genres de quantités-là, mais les listes d'attente, je pense, n'ont fait que de se rallonger. Ouais. Et combien il y a de sages-femmes libérales en France à peu près aujourd'hui en 2022, Je grosso crois que modo? de libéral 2000-2002, un truc dans ce coup-là, je crois à peu À près. peu près 2000 sages-femmes. Ouais. Et voilà. Et donc, en 2021, il y a eu 700 000 naissances en France. Est-ce qu'on a les proportions du nombre de naissances Oh qui ben, ont je lieu à crois la que maison? ça n'a absolument pas augmenté, hein. Ça doit être inférieur à 1% de toute façon, toujours, hein. Mhm. D'abord parce qu'il n'y a pas un nombre conséquent. Enfin, il y a peut-être une cinquantaine de sages-femmes qui pratiquent des accouchements à domicile. Toutes n'en font pas beaucoup. Certaines n'en font que un ou deux ou trois dans l'année, comme ça. Celles qui en ont fait leur pratique la plus conséquente, je veux dire, qui sont identifiées complètement là-dessus, sont pas si nombreuses. Et que pratiquer une trentaine d'accompagnements de naissance à domicile, pour la plupart, c'est suffisant. Donc, c'est clair que plus la demande augmente du côté de la clientèle, plus il y aura oui, de demandes non satisfaites. Voilà. Est-ce que il y a, tu as ressenti qu'il y avait une demande qui s'est accélérée avec le Covid, les restrictions sanitaires? Nous, on a pas mal de gens qui nous ont dit que justement, surtout en 2020, ils ont pris aussi des décisions d'aller plus voir du niveau de la physiologie, comment accoucher à la maison. Ils voulaient pas être séparés du conjoint, hein. Il y a eu aussi une période où les mères voulaient Mhm. pas accoucher seules. Il y a eu cette tendance aussi là en France où il y a eu plus de familles comme Oh, ça dans ces... plus ou moins. Oui, oui, tout à fait. Sauf que pour moi, c'est pas une bonne raison d'accoucher à la maison. Je veux dire que c'est vrai que J'en ai reçu quelques-uns, hein, des couples comme ça, mais pas beaucoup, pas plus que ça finalement. Mais dans ces cas-là, la motivation à l'accouchement à domicile, pour moi, c'est une question que je dois absolument explorer avec eux de manière la plus précise possible. Et que si c'est juste pour échapper à l'hôpital, encore une fois, c'est pas une bonne raison. Maintenant, si par rapport à leur sécurité, si je sens qu'effectivement ils seront mieux à l'hôpital, je vais surtout les accompagner, d'abord en leur expliquant ce que c'est qu'un accouchement normal et physiologique, comment ils peuvent s'investir dedans et comment ils peuvent apprendre à se faire respecter à l'hôpital. Parce que je connais aussi beaucoup de sages-femmes hospitalières qui sont elles-mêmes déçues, souvent un peu tristes de ne pas avoir le temps suffisant pour s'occuper correctement de ces accouchements physiologiques et qu'elles aimeraient mieux rester auprès d'une femme pour l'accompagner dans son projet d'accouchement physio plutôt que de courir d'une femme à l'autre parce qu'on manque de personnel, hein. Faut pas, voilà. Donc il y a vraiment, là je dis, je reviens d'une maternité dans laquelle je l'ai déjà dit, j'ai parlé de physiologie avec toute l'équipe, hein. Et c'est vrai que dans cet accompagnement des femmes qui arrivent à la maternité, tout le monde peut y participer, y compris l'auxiliaire, hein. Dès lors qu'elle a compris comment aider une femme à non pas gérer, mais accompagner sa dilatation et ses contractions sans être immédiatement reliée à la péridurale, à la perf et tout ça. Mhm. Donc, il y a une volonté à la fois du personnel hospitalier d'accompagner les femmes en train d'accoucher de manière physiologique qu'il faut réveiller. Voilà. Est-ce que là, on se cantonne à un certain type de maternité? En Suisse, on n'a pas ça, mais en France, elles sont notées de 1 à 3, je crois, hein, Oui, selon sauf qu'on le... peut, oui, non, on peut tout à fait accoucher de manière la plus physiologique qui soit, y compris dans un CHU, si effectivement le projet du couple est bien transmis à l'équipe au moment où ils arrivent, d'une part, et que ce couple a été extrêmement bien préparé
fût-ce en amont chez une libérale. Donc, que ce couple a été extrêmement préparé. Moi, je leur propose toujours à ces couples d'arriver à la maternité en disant notre projet, c'est d'accoucher de la manière la plus physiologique qui soit, mais nous ne sommes pas sûrs d'y arriver. Nous comptons sur vous pour nous y aider. Et je suis sûre là que l'équipe hospitalière va mettre tout en œuvre pour accompagner euh, cette, euh, cet accouchement vers la réussite d'une physiologie respectée. Et Alors, à condition oui, de communiquer, voilà. oui, et puis à condition peut-être, est-ce que l'expérience peut jouer aussi? Moi, je me souviens d'une jeune femme qui sortait de ses études, donc sage-femme. Elle était à la maternité des Lilas, c'est pas un vieux, hein, cette interview, et elle disait, bah, en fait, je n'ai jamais vu une femme accoucher autrement que sur le dos avec la péridurale, même à la maternité des Lilas, qui se veut quand même la maternité à clin d'œil physiologique de Paris. Elle vient de fermer d'ailleurs. Alors, justement, je voulais avoir peut-être un petit mot de ta part après par rapport à cette maternité, parce que elle a quand même marqué toute une époque. Et cette jeune femme disait, ben voilà, moi, je suis à la maternité des Lilas et je ne sais même pas comment une femme peut accoucher autrement que sur le dos, dans un lit avec la péridurale. Donc, ça aussi, est-ce que maintenant, les sages-femmes qui sortent de leurs études, elles ont encore la possibilité, même en travaillant dans les structures hospitalières, de voir autre chose, peut-être une femme justement avoir ses cris, enfin une femme qui accouche sans qu'on la traficote, j'ai envie de dire, c'est pas la même chose. Alors, je pense que les stages qui accompagnent toutes les études des sages-femmes sont souvent hospitaliers, souvent pas, voilà, et qu'elles ont en effet assez peu de raisons de rencontrer des femmes qui accouchent spontanément, sauf celles, encore une fois, qui arrivent à dilatation complète, les grandes multipares, et voilà, on n'a pas eu le temps même de les voir arriver. Bon, comment est-ce que je pars, je l'ai déjà dit, demain pour faire revisiter la physiologie dans une école de sage-femme, justement. Je vais essayer de bousculer un petit peu tout ça. Mais ce que j'ai surtout entendu de la part de mes consoeurs, c'est elles ont un petit peu peur, elles ne savent pas comment faire. Je pense qu'à la première fois, moi, que j'ai vu une dame se mettre à quatre pattes pour accoucher, j'étais perdue, je me demandais comment ça allait se passer, tellement j'étais habituée à cette position sur le dos, les jambes relevées dans les étriers, Donc etc. ça, c'était à Paris. Oui, C'était justement une mais multipare ah non, qui. non, la première fois que j'ai vu une dame accoucher de cette manière, c'était à la maison, hein, c'était pas à Paris, parce qu'à Paris, D'accord. on n'en a laissé aucune. Ou bien elles avaient accouché toutes seules avant et nous avaient pas appelé, elles avaient accouché dans leur chambre. Voilà. Ou bien alors elles étaient arrivées suffisamment tôt pour qu'on les mette en salle d'ac et elles n'avaient plus le droit à la parole. Enfin, je veux dire, et celles qui n'obéissaient pas, presque on les engueulait, quoi. Voilà. Je pense à ces étrangères justement qui avaient une petite tendance à faire comme si elles comprenaient pas ce qu'on leur disait. C'est très Voilà, pratique. c'est très pratique. Avis aux amateurs, hein. On dit ça, on dit rien. Merci pour le Non mais conseil, je veux Jacqueline. dire, voilà. Mais Ok, donc clairement, quand on sort de ces 5 ans maintenant, puis bientôt 6 ans d'études de sage-femme, et elles me l'ont toutes redit, celles que je viens de rencontrer, on a beaucoup insisté sur la pathologie, parce que la physio, c'est, bah ouais, ça a l'air, on n'a pas besoin de s'y attarder, quoi. Or, moi, je pense qu'il y a vraiment à s'attarder sur la physio, parce que la physiologie, justement, elle est toujours unique et singulière. Elle est forcément dirigée, enfin, chaque femme l'exprime à sa façon, cette physiologie singulière, justement. est-ce que ça, est-ce que ça arrive souvent qu'une femme, pour son premier accouchement, ait envie d'accoucher à la maison? Ou c'est plutôt des femmes qui ont déjà vécu d'autres Alors, expériences avant? moi, je vais pouvoir donner juste un chiffre qui est issu d'une statistique que j'avais faite à une époque où j'avais une grosse activité. J'avais quand même 30% de premiers bébés à Ah oui, c'est domicile. énorme. Oui, tout à fait. Ben oui, mais je connais des sages-femmes qui acceptent des accouchements à domicile qu'à partir d'un deuxième, mais jamais un premier, Mmh. par exemple, parce qu'elles ont un peu peur.
Et c'est vrai qu'un premier bébé, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant justement parce qu'elles ne sont pas habitées d'un mauvais souvenir qui pourrait tout à coup venir perturber le déroulement de ce deuxième accouchement. Il y a Tu beaucoup à parles, réparer quand on oui, accouche après un accouchement difficile à l'hôpital. oui, ça a été mon cas d'ailleurs et j'en parle en long, en large, notamment aussi dans un livre. C'est ce besoin après de sortir de sa tête cette croyance ancrée qu'on est incompétent parce que il y a des situations qui sont vraiment de cet ordre-là, hein. Tu parlais justement de cette temporalité. D'ailleurs, je mettrai le lien, les amis, regardez dans la barre d'infos, je vais mettre le lien d'une conférence que tu as donnée justement sur cette temporalité de la naissance. Elle est extrêmement intéressante. Euh, Cette dilatation du col, parce que j'ai l'impression que ça se joue beaucoup là aussi, l'entrée Hum. dans la gestion active, hein, de ce travail où on a envie que ça aille plus vite parce que c'est plus sécuritaire. Ça, c'est fou, hein, c'est ancré encore dans l'esprit même des professionnels. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça, euh, sur cette temporalité-là? Parce que pour moi, là, aujourd'hui, on a vraiment un enjeu énorme. On parle beaucoup d'ocytocine de synthèse, mais finalement, c'est un peu le seul moyen qu'on a trouvé maintenant pour accélérer, entre guillemets, cette dilatation du col. Alors, j'ai essayé déjà de le dire un petit peu au départ et je le redis là. On est encore complètement imprégné de cette époque où les femmes qui accouchaient quasi toutes à la maison avant l'avènement de la maternité et de l'hôpital, et il y avait des accouchements dramatiques, et ils étaient presque toujours associés, ces drames, à une longueur d'accouchement qui n'avait pas su être prise en charge correctement. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'était lié à une impossibilité de mettre au monde, sans doute pour des bassins qui n'étaient pas perméables, par des femmes qui donc avaient des contractions, qui luttaient pendant des heures, voire des jours entiers, euh, sur une impossibilité finalement à mettre au monde. On est encore imprégné de cela dans l'histoire de ce temps trop long qui était source de catastrophes autrefois. Sauf que en n'ayant pas réfléchi au motif pour lequel c'était à cette époque-là et en le réinscrivant ici et maintenant, on n'est pas juste. En effet, je l'ai déjà dit, mais je le répète, nous devons évidemment être très attentifs à ne pas laisser une femme avec son utérus se contractant de manière importante, euh, sans progression. On doit juste veiller à quel obstacle n'arrive-t-elle pas à enjamber. Donc, aujourd'hui, la temporalité pendant un accouchement, qu'on avait mis à un moment donné qu'il fallait avancer d'un centimètre par heure, moi, je le remets en question totalement et depuis fort longtemps. À quoi bon? Il y a des femmes qui passent de 5 centimètres à dilatation complète en 2 contractions tout à coup parce qu'elles se laissent totalement faire et qu'il n'y a aucune résistance. Puis il y a des femmes qui luttent contre la douleur parce que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important, qui va avoir, cette femme, un besoin impérieux d'aide pour assumer justement ces sensations de telle sorte que ça ne vienne pas bloquer l'évolution du travail. Mais faut-il Oui. faire le bon diagnostic? Oui. Et faut-il aussi justement avoir ce lâcher prise dont tu parles et qui est nécessaire, hein, dès qu'on parle de physiologie, on parle forcément de ça, d'accepter, de se laisser traverser par des sensations qui sont tellement inédites. On n'a pas l'habitude d'avoir mal euh, et qu'en même temps, ça annonce une bonne nouvelle, hein. On le disait dans une Oui. capsule sur la douleur. Souvent, on a mal parce qu'on a un problème, on a une maladie ou une lésion. C'est pas normal d'avoir trop mal. J'ai envie de dire que si moi je prépare une femme à cet accouchement, je vais pas lui dire que les contractions c'est complètement indolore, même si quelques-unes rares traversent ça en ayant l'impression de ne jamais avoir eu mal. Maintenant, tout est fait dans notre corps pour qu'effectivement, s'il y a à un moment donné un pic d'insupportabilité de la douleur, eh bien, en réaction d'adaptation, l'organisme va sécréter des endorphines
de manière à rendre tout à coup cette sensation tout à fait recevable ou acceptable. Sauf que quand on prend en charge à l'hôpital, on n'attend pas forcément cette sécrétion d'endorphine, la femme tout à coup basculant dans quelque chose qui nous paraît voilà, devenu insupportable, on lui pose la péridurale. Et là, on coupe évidemment toute la sécrétion d'endorphine qu'elle aurait pu avoir. Donc moi, quand je prépare une dame pour un accouchement qu'elle voudrait le plus possible physiologique, la toute première chose, c'est que je ne leur demande pas de savoir accompagner les contractions, je leur demande surtout de savoir accompagner le repos, en leur redisant au clair que chaque contraction a un pic d'intensité, c'est-à-dire que je fais souvent l'analogie avec le cycliste. Quand on monte une côte à bicyclette, parfois c'est difficile et on peine. Eh bien, monter la côte que représente sa contraction, c'est difficile et on peut peiner. Par contre, je leur apprends à repérer le sommet de la côte et de descendre, ce que je dirais volontiers, en roue libre, pour Mmh. faire l'analogie. Parce que ce qui est le plus important, c'est le repos intermédiaire. Donc, je vais surtout accompagner le retour à ce repos intermédiaire. On passe la contraction comme on peut, il n'y a pas de bonne façon. Mais par contre, si on est capable de redescendre au tonus de base le plus bas possible pendant, à la fin de cette contraction, on va bénéficier d'un repos qui va permettre de petit 1, on ne sent plus rien. Et petit 2, ça va permettre effectivement une évolution de l'accouchement beaucoup plus physiologiste. Voilà. On parle, justement de ce hands-off, dans le milieu des accouchements à domicile, les Mmh. mains en l'air, hein, et de nouveau, on est à l'opposé de ce qu'on apprend en tant que sage-femme dans ses études, c'est-à-dire on agit, enfin, du moins, on a quand même toute cette tendance à évidemment, hein, on se dit: «Bon, bah, maintenant je sais faire, alors, autant que je fasse». Est-ce que est-ce que, tu pourrais nous donner ton expérience? Parce que tu as accompagné, mais, donc en 72, hein, c'est ça? Tu étais à Mmh. Paris, c'est juste? Mmh. Et tu as accompagné des dizaines ou des centaines de personnes à travers leur expérience d'accouchement, notamment à la maison. Qu'est-ce que tu as envie de dire de ton expérience par rapport à ce hands off? Parce que j'ai l'impression que plus les sages-femmes ou les praticiens sont conscients de comment la nature a prévu les choses, et moins ils font. Bien Michel sûr, Audin oui. d'ailleurs parle Mmh. de la sage-femme qui tricote dans le coin d'une pièce. Oui. Alors est-ce que Écoute, tu tricotes? non, non, parce que je me suis rendu compte, ni je tricote, bon, peut-être parce que c'est pas une passion pour moi, le tricot, mais non plus, je suis pas non plus capable de me concentrer sur, j'ai déjà essayé, hein, sur un bouquin, sur une BD que j'aurais trouvé là, du côté de la. Alors, petit 1, je ne vais pas forcément rester sans arrêt auprès de la dame, mais je vais suivre l'évolution de son travail à l'oreille. C'est-à-dire qu'à chaque contraction, comment elle change de comportement, donc comment elle l'accompagne, voilà. Petit 1. Petit 2, le hand off, c'est au moment de l'expulsion. D'abord, je les examine peu parce que en observant la dynamique utérine, encore une fois, par le comportement qu'elle me permet d'en voir, mais aussi parfois en posant une main sur l'utérus pour voir comment il réagit. Ceci étant, faire un toucher vaginal devient de moins en moins nécessaire. Et au moment où la présentation céphalique arrive sur le périnée, c'est pareil, on regarde, puis on regarde en fonction aussi de la position que peut avoir la dame. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que il n'est pas nécessaire de pousser. Donc moi, non seulement je leur demande de ne pas le faire, mais je surveille plutôt le fait qu'elles vont avoir juste des réflexes expulsifs, ce qui n'est pas du tout la même chose que de inspirer, bloquer, pousser madame. Parce que si on pousse d'abord sur des tissus, on risque de les abîmer. Alors que si effectivement c'est sous l'effet des contractions que la tête du bébé vient petit à petit dilater ce périnée, qu'est-ce qu'on pourrait mettre nos mains là qui aurait quelque intérêt? Je me suis rendu compte que non, il n'y avait aucun intérêt. La limite, ça serait plus pour freiner
quelque chose qui irait presque trop vite parce que la dame pourrait pas s'empêcher de pousser et pour que les tissus maternels soient respectés. Mais ceci étant, ce que j'ai pu observer, c'est que même l'épisiotomie, elle n'a aucun intérêt. Ça, même les professionnels, même les gynécos sont d'accord là-dessus. Il vaut mieux une petite déchirure D1 qui se réparera spontanément d'ailleurs sans avoir besoin de la recoudre que de faire une épisiotomie. Voilà. Dont on a dit longtemps qu'elle protégeait les périnées. Merci. Un grand coup de Et ciseau là-dedans et on protège. oui, et qu'elle prévenait les déchirures. Oui, oui, non. Eh ben, moi, je dis haut et clair qu'il vaut mieux une petite déchirure qui concernera si on a laissé le bébé progresser et dilater tout doucement le périnée. On aura beaucoup moins de lésions périnéales et problèmes à long terme que quand on aurait fait, que quand on fait une épisio. Donc, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui ont été promues il y a donc une cinquantaine d'années et qui sont encore à l'œuvre, qui sont maintenant même scientifiquement et épidémiologiquement complètement remises en question. Tu as parlé de toucher vaginal, Jacqueline, de moins en moins nécessaire parce que Oui, tu suivais les femmes à l'oreille, bah, notamment. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que là, en 45 secondes, tu viens de faire un programme de au moins 6 capsules nécessaires pour aller en profondeur. Tu as parlé du réflexe d'éjection du fœtus qui, je me souviens quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce thème-là, c'était très difficile en français de trouver de la documentation audiovisuelle parce que on est conditionné à inspirer, bloquer, pousser. Moi, j'ai vécu ça aussi pour ma première fille, donc la poussée dirigée sur le dos. Ces touchés vaginaux là, parce que ça, quand on arrive dans une structure hospitalière, on passe forcément par ce protocole-là pour savoir où la femme en est justement. Madame, on va voir où vous en êtes. Le fameux, Mmh. hein. Et tu parlais justement des premiers accouchements. Moi, je me souviens encore. Ah bah vous êtes à 3 centimètres. Bon ben, faut compter encore 7 heures puisque c'est 1 centimètre par heure que votre col va s'ouvrir. Euh, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes femmes qui nous écoutent justement, qui découvrent tout cet univers? Tu dis, j'arrive à me rendre compte à l'oreille de la progression d'un travail. Ben, parce que, alors, juste pour rappeler que la femme qui accouche, elle largue dans sa circulation sanguine à partir de son hypophyse un bolus, on appelle ça comme ça. Donc, c'est comme si elle recevait une injection d'ocytocine, sauf que c'est elle qui l'a produite et que le bolus d'ocytocine qu'elle a largué donc dans son sang et qui va venir se mettre sur les récepteurs à ocytocine de son utérus, ce bolus, il a une durée, je dirais, d'utilisation par l'utérus qui le reçoit d'à peu près 3/4 d'heure. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un bolus arrive sur les récepteurs utérins, on va voir tout à coup une activité utérine changer, changer, devenir plus puissante, plus importante en quelque sorte, et ça va forcément entraîner un changement de réaction de la dame qui tout à coup est surprise par une contraction plus forte que les autres, par exemple. Et c'est bien parce que je vais voir le comportement de la dame pendant ces 3/4 d'heure changer petit à petit, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ce bolus est utilisé, les contractions vont devenir peut-être un petit peu plus espacées, un petit peu moins fortes, puis il y aura une petite pause et puis de nouveau un largage. Et là, je vois bien qu'il y a eu un nouveau largage parce que tout à coup, ça la réveille, j'ai envie de dire, la surprend d'avoir tout à coup une contraction plus forte. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais ça évolue donc comme ça en un peu en montagne russe, quoi. Et ça veut dire que pour moi, j'ai appris justement à repérer que ces changements de dynamique utérine étaient liés à des largages d'ocytocine. Voilà. Et donc, le toucher vaginal dans ce contexte-là devient pas forcément nécessaire. Eh oui, parce que quand je vois qu'effectivement j'ai des bons largages, bon, je fais toujours au moins un toucher au point de départ pour savoir où j'en suis, parce que c'est pas toujours facile de faire. Je me fais souvent une idée quand je découvre la dame en fonction de son comportement. Je me fais souvent une idée du stade où elle est probablement. Et ça uniquement en la regardant se comporter pendant une contraction, enfin pendant plusieurs contractions.
son comportement me donne, oui, oui, c'est ça, un pressentiment de l'ouverture du col, par exemple, ou plus, éventuellement. Donc, je vérifie quand même pour être sûre que je ne me suis pas plantée, mais j'ai pas toujours le temps de le vérifier parce que ça s'enchaîne de telle sorte que je vois bien que là, dans son comportement et dans la manière dont elle bouge son corps, les choses évoluent. Et donc, je vais surtout les examiner quand je vois qu'il y a effectivement une répétition régulièrement de bolus d'ocytocine et que je ne vois pas arriver ce que j'attends en termes de comportement. À un moment donné, je devrais repérer des petits signaux que l'enfant s'engage, par exemple. Je devrais, au niveau audible, récupérer, parce qu'elle n'a pas du tout la même respiration ou la même manière d'accueillir sa contraction, la dame en question, quand tout à coup l'enfant s'engage dans le bassin ou quand il descend ou quand il arrive sur le périnée, il y a forcément des indices. Donc, quand il y a des bonnes contractions et que je vois pas arriver ces indices-là, forcément, à un moment donné, je me dis, tiens, ça, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Quelles pourraient être, par exemple, les raisons qu'on peut noter par rapport à ton expérience que voilà, justement, ça n'avance pas parce que tu dis d'un côté, il faut respecter cette temporalité, il n'y a pas d'urgence tout le temps. Et en même temps, quelle est c'est quoi? C'est l'intuition, c'est Ah, évidemment non, non, l'expérience. c'est pas que de l'intuition, c'est de l'observation et pas du tout la même chose que de l'intuition. Ça veut dire qu'à partir du moment où je vois un utérus s'activer de cette manière, j'attends qu'il y ait d'autres événements qui me font reconnaître que c'est en train, que ça progresse. Alors, pourquoi est-ce que tout à coup ça ne progresserait pas? Je vais le voir, je le répète encore une fois, sur des contractions qui ne changent jamais d'intensité. Et ça, c'est pas normal. Ça voudrait dire que Je, le bébé ne progresse plus, il a plus une bonne oui, position dans le ou bassin? bien que la dynamique utérine n'est pas en faveur de l'évolution d'une ouverture du col, par exemple. Mmh. Mais c'est difficile de le dire comme ça parce que c'est quelque chose qui relève vraiment de l'observation, voilà, de longue date d'une part. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut une femme, une sage-femme par femme. Parce que moi, si je peux avoir découvert tout ça, c'est que j'ai pas 3 femmes à m'occuper en même temps, hein. Alors quels sont les ratios justement, en structure aujourd'hui, plus ou moins, heu, par sage-femme? De combien de femmes en travail est-elle censée s'occuper, plus ou moins? Mais ça, je ne sais pas, ça dépend de l'activité de la maternité et puis ça dépend sans doute du jour ou de l'époque, du moment où elle est de garde. Il y a des gardes où on n'a presque pas de boulot, j'ai envie de dire, et on devrait en profiter d'ailleurs pendant cette garde où il y a presque rien, de rester justement auprès de la seule femme, par exemple, qui accoucherait ce jour-là, pour repérer tout ce que je viens d'essayer de donner comme point de Mmh. repère en termes de lien entre activité utérine et comportement de la dame. Mais si on a 3 ou 4 dames en salle d'accouchement et qu'il n'y a qu'une sage-femme, ben, elle va courir de l'une à l'autre forcément. Heu, il y a c'est une possibilité en France, d'avoir, un plateau technique. Alors Mmh. pour, toutes les personnes qui savent pas ce que c'est, est-ce que là, on peut imaginer que, comme tu parlais des protocoles tout à l'heure, par rapport à cette gestion active, ce travail dirigé, est-ce que en plateau technique, la sage-femme libérale qui vient avec, la femme qui souhaite être, suivie dans ce moment-là, elle a une liberté totale par rapport à ces protocoles? Est-ce qu'elle doit répondre de certaines choses? Comment ça fonctionne sur les plateaux techniques? Bah, c'est quelque chose qui doit se négocier avec les responsables du service. Pour ce qui me concerne, et j'en ai eu pas très souvent, mais enfin j'ai quand même eu plusieurs plateaux techniques, c'était évident que pour moi, il était hors de question que je me soumette à des protocoles. Je voulais avoir ma liberté totale. Maintenant, ma liberté totale, dès lors, encore une fois, que tout est physiologique, bien entendu. Donc, moi, dans ma pratique, dans tous les cas, j'ai toujours demandé à toutes mes clientes d'avoir un dossier ouvert dans l'hôpital partenaire avec lequel j'ai forcément été négociée notre relation, je dirais, de professionnel à professionnel. Ça ne peut pas être, alors comme ça, improvisé. Ça veut donc dire que si j'ai un plateau technique, ma responsabilité est totale et entière
et que je vais évidemment pas appliquer le protocole puisque je prends les responsabilités de ne pas l'appliquer, tout simplement. Pour ne prendre qu'un petit exemple, tous les hôpitaux actuellement ont mis comme protocole la délivrance dirigée. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Oui, alors ça serait bien La, de préciser pour les personnes qui connaissent ouais. pas cette, La cette délivrance forme-là. dirigée, c'est que dès que le bébé est né, on injecte dans une perfusion qui avait préalablement été posée ou bien directement dans la veine, une dose d'ocytocine pour permettre à ce que le placenta se décolle très vite, juste voilà, pour ne pas avoir de surprise en termes du décollement de placenta. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus non plus parce que la délivrance dirigée, moi, je trouve qu'elle a aussi parfois quelques effets secondaires pas tout à fait acceptables, mais sur un accouchement spontané et a fortiori à domicile, en ce qui me concerne, il est hors de question de faire ce genre de pratique, délivrance dirigée, d'accord? Et si je vais sur un plateau technique, vu que je prends toute la responsabilité de ce qui arrive jusqu'au moment où éventuellement j'aurai besoin de l'aide d'un gynéco, par exemple, mais je fais pas davantage je ne suivrai pas ce protocole non plus. D'accord, donc là, on est d'accord que les femmes qui veulent venir accoucher, par exemple, dans l'eau, elles peuvent avec, comment ça se passe techniquement? Parce qu'il y a Ben, beaucoup de moi, demandes oui, pratiques dans oui. ce genre. Si vous voulez, ce qui me paraît indispensable quand on a un plateau technique et quand on est une libérale, c'est d'avoir négocié. De toute façon, si je n'accepte pas un certain nombre de protocoles, j'ai parlé de la délivrance dirigée, mais si effectivement aller sur ce plateau technique m'impose de travailler comme les sages-femmes de ce lieu, je ne vois aucun intérêt pour moi d'y aller. Autant que la dame aille et fasse connaissance avec cette équipe dans la mesure où elle s'y préparera et elle aura l'accouchement le plus proche de ses besoins, alors que moi, je vais arriver là un peu comme les cheveux sur la soupe. Donc, j'ai un plateau technique que si j'ai pu négocier ma totale liberté sur ce plateau technique. Sinon, je n'y vais pas. Donc ça dépend Voilà. des structures alors, c'est pas, Ben oui, parce que partout moi, pareil. je vois bien que si dans certaines structures, si je dis non, non et non à certaines choses, eh ben, ils m'accepteront pas, c'est tout, j'aurai pas le plateau technique, c'est ça que ça voudra dire. D'accord. OK. Bon, bah, alors effectivement, il y a encore beaucoup à dire puisque, finalement, ce projet de naissance, beaucoup de femmes nous disent avec leur chéri: «Nous, on est déjà dans le projet de naissance, on n'a pas encore fabriqué le bébé». Donc finalement, c'est une bonne nouvelle parce que les personnes commencent de plus en plus tôt à s'informer comment ça fonctionne. Parce que quand on débarque là-dedans, encore une fois, et qu'on est à 8 mois de grossesse, c'est pas à ce moment-là qu'on peut tout comprendre, comment ça fonctionne. Et puis, il y a aussi la fatigue de la fin de grossesse. Donc vraiment, les amis, moi, je vous encourage à vous renseigner, à aller voir. En plus, Jacqueline, tu as fait énormément de conférences. On peut en trouver beaucoup sur YouTube. Peut-être. Heu, aussi sur l'histoire, parce que c'est très intéressant de voir à Ouais. travers les époques comment ça se passait, parce qu'effectivement, on arrive à la fin de cette capsule. J'aimerais juste qu'on finisse sur cette réflexion-là. Peut-être on laissera des questions, je ne sais pas, en suspens, mais par rapport à cette peur qui accompagne. Je me souviens que tu étais sur un plateau pour parler de, notamment, de cette, documentaire Entre leurs mains, et sur ce plateau, je ne sais plus sur quelle chaîne c'était, il y avait vraiment, on sentait cette énergie de: «C'est dangereux, la physiologie, grâce, à la médicalisation, on sauve des vies encore». Mais finalement, des couples qui arrivent là avec, cette envie de vivre, finalement, la naissance comme ils ont vécu la création de leur bébé, j'ai envie de dire, à travers les lois de la nature. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut leur dire grâce à cette, connaissance de l'histoire, aujourd'hui en 2022? Moi, j'insiste beaucoup sur la préparation en amont, la préparation des parents. Je confie volontiers d'ailleurs plutôt à l'accompagnant, c'est souvent le monsieur, l'art de accompagner la dame pendant ses contractions de telle sorte, comme je l'ai dit au début, qu'elle utilise au maximum
le repos intermédiaire, que la contraction passe comme on peut, en gueulant s'il faut, peu importe. Mais l'important, c'est que entre deux contractions, il faut qu'il y ait une personne qui aide la dame à revenir à ce repos de base. Petit 1, 2 yeux, on ne, alors, la préparation en amont doit être absolument rigoureuse, même si elle n'est pas très longue, je veux dire. C'est l'essentiel, c'est comment apprendre à traverser ces contractions parfois extrêmement douloureuses. 2 yeux, c'est effectivement, plus on sera autonome à l'hôpital, plus on réussira à accoucher comme on en a envie. Et c'est autour de cette autonomie que je vais avoir le plus d'attention à préparer les couples. Sachant que les consoeurs et confrères hospitaliers sont presque toujours débordés et n'ont pas une vision très claire de cette physiologie. Et que la physiologie respectée, c'est d'abord avoir vérifié que la femme et son petit in utero traversent sans dommage ce parcours qu'est la mise au monde. Et que tant que les contractions ne luttent pas contre un obstacle, le temps de l'accouchement ne doit pas être limité. Voilà. Merci Jacqueline. Aussi, de mettre le point sur une évidence, c'est que le rôle du partenaire est essentiel Tout à dans la fait. physiologie. Et ça, j'aimerais bien qu'on en fasse une capsule spéciale parce que beaucoup de mamans nous ont dit que le conjoint était en panique et que oui. cette adrénaline qui est contagieuse les a complètement perturbés. Et là, on est parti sur un toboggan, plus d'ocytocine. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Si je résume, la femme doit se laisser faire et le monsieur doit être là entre très, très rassurant lui aussi pour juste l'aider à accompagner les phases les plus difficiles au niveau de la douleur. Voilà. Et Jacqueline nous aidera à rassurer les messieurs parce que pour être rassurant, il faut déjà être rassuré. Parce qu'une femme, elle capte tout. Absolument. Ouais. Tout à fait, mais je veux dire, dans la mesure où on manque de personnel hospitalier, ça, tout le monde est capable de le faire et les hommes en particulier quand ils sont près de leur compagne. Merci beaucoup, Jacqueline, pour toute cette aventure. C'est extraordinaire. On peut, grâce à ton expérience, avoir de plus en plus de cordes à notre arc. Et toutes ces familles qui regardent ce départ et qui continuent, et tous les professionnels aussi qui nous rejoignent. Maintenant, c'est l'occasion rêvée avec les technologies. On peut se mettre en lien à travers les pays. On a des personnes qui nous regardent en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis, partout. Ah ouais. D'accord. Oui, non, c'est vraiment chouette. Et les amis, retrouvez vraiment Jacqueline. Je mettrai tous les liens sous la barre d'infos de cette vidéo. Aussi des associations en France pour l'accouchement à domicile, il y a vraiment beaucoup de documentation qui est faite maintenant. Je vous laisserai, vous, les familles, vous mettre en lien avec les professionnels de votre région. Et puis, Jacqueline, on se dit à bientôt, j'espère, dans Faux Départ. Ok, ça va, quand vous voulez. À bientôt, au revoir les amis. Au revoir. Pour aller plus loin, découvrez la formation en ligne Faux Départ, se réapproprier la naissance. Césarienne, position sur le dos, col qui ne se dilate pas, peur, panique, souffrance. Et si finalement on était tous programmés, avec nos fausses croyances qui nous rendent dépendantes et les hommes impuissants? Retrouvez cette formation, très facile d'accès. Vous pourrez avoir accès au contenu de façon illimitée. Les vidéos, les podcasts, entre nous. Vous allez vous déprogrammer et sortir de vos peurs parce que vous allez comprendre que vous êtes capable. Cette leçon en vidéo et 13 en podcast. Tous les sujets concernant l'accouchement et toutes mes recherches. Disponibles sur mon site emmacruzy.com et dans la barre d'infos de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes capable.